Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres de ce journal. Journée de réflexion à l'INSAE, Institut national de la statistique et de l'analyse économique. C'est du 13 au 15 juin. Les objectifs, activités prévues et attentes dans ce journal. Soutenance à l'École nationale supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication. Elles ont eu lieu depuis hier à l'université d'Abomey-Calavi et concernent les étudiants en année de licence de journalisme. Des tirs ont été entendus ce mardi dans une gare près de Munich en Allemagne. À l'origine de cette situation, la réaction subite d'un homme au cours d'une opération de police. Bienvenue à tous. Les cadres de l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique organisent du 13 au 14 juin 2017 des journées de réflexion sur l'Institut. Elles ont pour thème la statistique au service de la nation pour un développement économique et scientifique durable. Pourquoi l'organisation de ces journées? Quelles sont les activités prévues? Réponse au micro de Roland Tonéikès et de Fréjus Fiossi. Au vu des difficultés auxquelles l'Institut est confronté et que le personnel a souhaité que ces journées soient organisées. Et c'est avec l'accord du ministre d'État que je salue au passage que les petites journées ont été organisées. Les objectifs visés par ces journées, c'est notamment d'identifier les goulots d'étranglement au fonctionnement de l'Institut, notamment les obstacles à l'épanouissement du personnel, puisque nous n'avions pas de plan de carrière et tous ces obstacles-là identifiés vont nous permettre de définir une bonne politique de gouvernance. Les réflexions qui seront menées au cours de ces journées vont nous permettre aussi de dégager une stratégie de communication qui va nous permettre de mieux faire connaître l'Institut, de mieux vendre l'Institut. D'ailleurs, il y a un business plan qui a déjà été élaboré, qui serait mis en œuvre dans les tout prochains jours et qui va permettre de redonner le blason à l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique et va aussi nous permettre d'identifier les opportunités qui s'offrent à l'Institut afin que nous soyons au rendez-vous des données. Et je voudrais souligner qu'il n'y a pas que le personnel de l'Institut qui va amener les réflexions. Il y a les anciens de l'INSAE, à savoir les directeurs généraux, les cadres et les directeurs techniques qui ont eu à travailler à l'Institut national, qui ont été sollicités pour apporter leur appui, pour nous aider à mieux appréhender un certain nombre de questionnements. Je remercie d'abord le directeur général de l'INSAE pour avoir pensé à cela, parce qu'en son temps, nous, on n'a pas pu le faire. Je suis très content qu'il le fasse maintenant. Vous savez, dans une maison, il y a toujours des problèmes et on essaie de trouver des solutions aux différents problèmes. En notre temps, on ne peut pas dire qu'il n'y avait pas de problème, mais on gérait et la gestion qui a été faite, surtout avec le personnel. Donc on va essayer de leur communiquer quelques approches de solutions pour essayer de trouver des solutions au goulot d'étranglement qu'on a entendu lors de la plénière. Vous savez, l'INSAE, comme dans tout pays, une structure qui s'occupe des statistiques, c'est une structure moteur, une structure incontournable. Et je crois que les résolutions qui seront issues de ces 3 jours de réflexion ne vont pas rester lettres mortes dans un tiroir. Non, ça permettra de booster, de relancer l'INSAE qui est à un carrefour. Il y a un carrefour. Est-ce que vous voyez? Donc je crois que ces réflexions, ces conclusions ne vont pas rester dans les tiroirs. Éducation, les arguments pour dénoncer la non-faisabilité des examens de licence ne faiblissent pas. Outre ceux liés aux tests du LMD, d'autres arguments sont avancés, notamment l'impossibilité pour les écoles de fournir les relevés de notes en totalité des apprenants, la non-connaissance des épreuves et la différence des curricula de formation. Mais pour le directeur des établissements privés d'enseignement supérieur, Dodji Amouzuvi, ces arguments ne tiennent point. Il s'explique.
Depuis bientôt 1 an, les travaux d'harmonisation des programmes ont commencé et sont terminés. Les promoteurs ont reçu les programmes harmonisés. Donc d'un établissement à un autre, c'est le même programme que les promoteurs ont. En journalisme, en ceci ou en cela. C'est sur la base de ces programmes harmonisés que les examens se feront. Nous avions aussi dit que les examens se feront autour de 3 épreuves. Il y a une épreuve de spécialité, il y a une épreuve de tronc commun et puis il y a une épreuve de pratique professionnelle. Nous avions validé les matières qui doivent être retenues, qui sont des matières de référence au niveau de chaque épreuve. Nous sortons il y a 2 semaines d'un atelier national où sur les 120 experts qui sont arrivés, 100 sont en provenance des établissements privés d'enseignement supérieur du Bénin qui se sont réunis pour faire les spécimens d'épreuves que je vous montre là, en 2 gros volumes. Ils ont fait les spécimens d'épreuves, ils ont fait les corrigés-types, ils ont fait les formats, licence après licence. Nous aurons globalement 48 licences quand on a regroupé les 329 filières que nous avons dans les établissements privés d'enseignement supérieur. Donc, il y a 48 sous-commissions qui ont travaillé à Boyko pour retenir les formats, les spécimens et puis les corrigés types qui sont envoyés aux promoteurs d'établissements privés d'enseignement supérieur. Sur cette base-là, ils vont continuer le renforcement des TD, le renforcement des TP, la préparation des étudiants pour les examens. Ce document est envoyé à la direction des examens et concours, qui est la direction centrale qui s'occupe principalement de l'organisation des examens, donc de l'organisation des licences. Ensemble avec les promoteurs d'établissements privés d'enseignement supérieur, nous avons pris 2 décisions. La première décision, nous avons renvoyé jusqu'en fin août l'organisation des examens. La deuxième décision, nous avons renvoyé jusqu'au 31 juillet. Donc on a repoussé le plus loin que possible l'arrivée de la dernière pièce qui est le 6e relevé qui porte la note de la soutenance. Depuis 1 an, nous avions commencé ce travail. Les établissements sérieux se sont ajustés. S'il y en a qui ne l'ont pas fait, ils iront l'année prochaine s'ils décident de ne faire plancher leurs étudiants qu'en décembre. C'est la saison des soutenances à l'ENSTIC, École nationale des sciences et techniques de l'information et de la communication, du moins pour la filière journalisme. Plusieurs étudiants en année de licence sont ainsi appelés à présenter leurs travaux de recherche devant des jurys de soutenance. C'est donc une période de 3 années de formation qui s'achève pour ces impétrants. Samson Oké et Damien Pedro pour le compte rendu. Ils sont plus d'une trentaine de jeunes étudiants en journalisme à plancher pour défendre leur thème de recherche. Après 3 ans de formation à l'École nationale des sciences et techniques de l'information et de la communication à l'Université d'Abomey-Calavi, ces aspirants journalistes sont conviés à présenter le fruit de leur recherche devant des jurys commis à cet effet pour l'obtention de leur licence professionnelle. C'est vraiment un plaisir que les plus jeunes prennent la relève d'abord. Prennent la relève et sentent la nécessité d'apprendre ce métier. Parce que c'est un métier qu'il faut apprendre. Il ne faut pas l'exercer sans l'avoir appris. Petit poisson deviendra grand pourvu que Dieu lui prête la vie. C'est que après le diplôme, c'est maintenant qu'ils vont commencer à apprendre le métier. Il faut que les journalistes aillent vers des secteurs porteurs, des secteurs de développement, fassent des recherches, fassent vraiment de la bonne production, que ce soit en presse écrite, que ce soit en presse radiophonique, ou bien que ce soit en presse audio et télévisuelle, que les gens puissent vraiment faire des productions. De ces nouvelles exigences de la pratique du métier du journalisme, ces impétrants se disent bien conscients. Mais avant de se voir confrontés à ces réalités du terrain, ils se montrent satisfaits de cette étape de leur parcours académique qu'ils viennent de franchir. Parce que je suis un peu soulagé parce que au début, il y avait tellement le stress, c'était pas facile. Non? On se disait c'était la première expérience, donc on s'attendait à beaucoup de choses, mais finalement, il y a plus de peur que de mal. Mes premières impressions sont bonnes. C'est la joie, c'est la libération
je suis dégagé. C'est vrai que quel que soit ce que tu es devant de telles situations, il y a un petit stress. Mais ça va, on a pu gérer. Oh, les impressions sont bonnes parce que je ne savais pas que je pouvais y arriver. Au moment où j'avais choisi mon thème, les gens étaient en train de dire « Choisis un thème sur l'anglais dans ce pays. » Tu ne trouvais même pas des documents. Mais enfin, je me suis donné le courage, j'ai dit j'irai au bout. Et effectivement, je suis sortie avec mention très bien. Je ne pouvais pas, je ne m'en reviens pas encore. C'est comme si c'était dans un rêve. Ces jeunes diplômés constituent la 3e promotion que l'UNSTIC vient de mettre sur le marché de l'emploi dans l'univers de la presse béninoise. Les séances de soutenance démarrées ce lundi prennent fin le mercredi 14 juin 2017. L'AS Akasato Glojigbe continue au quotidien d'enregistrer des accidents de circulation. Ce 13 juin, en fin de matinée, c'est une grue qui, à l'issue d'une collision avec un véhicule 4x4, a fini par s'affaisser dans les caniveaux latéraux à hauteur de la Fondation Espace Afrique. En cause, dans ces accidents récurrents, l'étroitesse de la chaussée, les stationnements irréguliers, mais surtout l'imprudence des automobilistes souvent trop pressés. Hors du Bénin à présent, il y a eu effondrement d'un immeuble de 7 étages à Nairobi. C'est au Kenya. Le drame est survenu dans la nuit dernière. L'effondrement a eu lieu à 22h heure locale après une opération d'évacuation d'urgence de l'immeuble. Il faut dire que les habitants de cet immeuble, constatant des fissures, avaient alerté les autorités lundi. L'ont fait savoir à l'AFP. 4 personnes sont portées disparues, 121 personnes saines et sauves ont été comptées après cet effondrement. Une opération de contrôle dans une gare près de Munich s'est mal achevée ce mardi. Elle a engendré des échanges de tirs. Les premiers ont été tirés par un homme qui s'est emparé de l'arme d'une policière et s'en est servi contre elle. La policière se trouve dans un état de santé critique. 3 autres personnes ont été blessées dans cette matinée. La police a annoncé l'arrestation du suspect et de plus, le transport ferroviaire a été interrompu après les tirs. S'achemine-t-on vers une escalade de la violence dans la bande de Gaza? Rien n'est moins sûr, mais des analystes et responsables de la région mettent en garde contre une nouvelle explosion. Rien n'a changé dans la région 10 ans après l'avènement du Hamas. Israélien qui a totalement étouffé l'économie de l'enclave. Sur le marché du camp de Jabalia, tout est de plus en plus inabordable, surtout depuis de nouvelles coupes dans les salaires. Notre plus gros problème, c'est l'électricité. Ici, on a 2 générateurs pour nos 2 magasins. Chaque jour, ça nous coûte 75 € de carburant. Il faut les faire marcher de 7h ou 8h du matin jusqu'à 2h du matin. Gaza est en permanence au bord de la crise humanitaire, une situation accrue par les 3 offensives lancées par Israël depuis 2008. La frontière égyptienne est fermée et beaucoup de tunnels de contrebande ont été détruits. Razi tient une usine de glace et son commerce est totalement à l'arrêt à cause des prix de l'électricité. On ne peut pas évaluer nos pertes. Notre haute saison, c'est l'été. Et l'été est déjà foutu. Israël a décidé de réduire la distribution d'électricité à Gaza car d'après le gouvernement, l'autorité palestinienne ne veut plus payer. Les 2 millions de Gazaouis n'auront plus que 2 heures de courant par jour et selon l'ONU, plus de 95% des ressources d'eau de Gaza sont imbuvables. Le Hamas vit un isolement politique sans précédent et est dans une position catastrophique. On s'attend à ce que cet isolement perdure, ainsi que le blocus économique sur la bande de Gaza. Jusqu'à présent, le Hamas a toujours été soutenu par le Qatar, qui a financé des projets de construction et injecté des fonds. Mais la crise diplomatique dans le Golfe pourrait lui faire perdre cette précieuse tutelle, faisant craindre de nouvelles tensions avec Israël.
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Nos informations sont aussi à suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter et sur notre site internet benin-eden.tv. Bonsoir chez vous.